bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. On est fin août, vous aussi vous l'attendez votre lettre? Et oui, j'ai quand même attendu quasiment 2 mois pour vous parler de la saga Harry Potter. Là je vais en parler de manière générale, en faisant un bref résumé des livres que j'ai lus une première fois à leur sortie à peu près. C'était peut-être à la sortie des films d'ailleurs. Et ensuite, je l'ai relu il y a environ 2 ans. Donc je vous les montre. Je suis en train de mourir de chaud, hein, je pense comme à peu près tout le monde. Donc Harry Potter, c'est de J.K. Rowling et ça a été publié 98, il me semble. Donc le tout premier, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. L'édition que j'ai, c'est Folio Junior. L'illustration est de Jean-Claude Gotting. Gotting, peut-être, il y a un tréma sur le haut. Donc c'est également illustré à l'arrière. Est-il réellement besoin de faire un résumé de Harry Potter? Qui c'est qui n'a pas lu Harry Potter? Peut-être vous? Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre des trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance? Et qui est l'effroyable le mage dont personne n'ose prononcer le nom? Harry Potter à l'école des sorciers a obtenu le prix Sorcière du roman 1999 et le prix Tam Tam du livre jeunesse 1999, catégorie Je bouquine. Le Monde dit que J.K. Rowling a la plume allègre et malicieuse, son goût de la fantaisie est communicatif, son sens du suspense vous laisse haletant. Et Télérama dit « Le jeune Potter est bien parti pour devenir une star de la littérature enfantine ». Et je pense que les 6 ou 7 ou 8 maisons d'édition qui ont refusé Harry Potter avant que Bloomsbury, je sais pas quoi, le public doivent sévèrement s'en mordre les doigts. Ça a été publié chez Bloomsbury Publishing PLC, je sais pas ce que ça veut dire, à Londres en 97. Et c'est traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Donc, je vous fais quand même un petit résumé. Donc, ceux qui connaissent la saga, ça va sans doute peut-être vous donner envie de la relire. Il y a 8 films qui sont sortis pour les 7 livres de la saga parce que le dernier a été adapté en 2 films, donc Les Reliques de la Mort. Et il y a également dans l'univers des animaux fantastiques, à savoir juste ce tout petit livre qui est un dictionnaire. 3 films pour le moment, j'espère que ça va continuer parce que je vous avoue que moi je les aime bien. Harry Potter à l'école des sorciers. On a donc Harry Potter, c'est un petit gars qui vit dans un placard sous l'escalier chez son oncle et sa tante. Donc sa tante, c'est la sœur de sa maman. Son oncle et sa tante ont un fils qui s'appelle Dudley et on ne sait pas exactement pourquoi, mais moi j'ai ma petite théorie. Son oncle et sa tante détestent Harry. Et je vous assure, moi, de le relire il y a 2 ans, avec mes presque 40 piges à l'époque, je me suis dit, le pauvre gamin, mais qu'est-ce qu'il bouffe? Ce pauvre gosse, en fait, il vit vraiment dans un placard sous l'escalier. Dudley est un fils unique qui est ultra cocooné par sa mère et qui est un petit peu posé sur un piédestal par son père, donc typiquement le fils unique. Et c'est pour vous dire un petit peu qui sont cet oncle et cette tante. Je vous lis juste le premier paragraphe du survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Eh bien, pas de bol, Harry est un sorcier. L'oncle et la tante, donc Pétunia et Vernon Dursley, ont toujours dit à Harry qu'ils l'ont récupéré alors qu'il était tout petit parce que ses parents avaient été tués dans un accident de voiture.
Harry n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, de cet accident de voiture. Harry n'a que très peu de souvenirs physiques aussi de ses parents. C'est un peu comme s'il était né de rien, comme ça, qu'il ne venait de rien. Et en fait, à l'âge de ses 11 ans, Harry va apprendre, je meurs de chaud, vous m'excuserez, Harry va apprendre qu'il est un sorcier parce que la première lettre de l'école Poudlard lui disant qu'il doit faire sa rentrée le 1er septembre, qui est amenée par une chouette ou un hibou, lui est apportée. Et là, vous avez bien capté que Vernon et Pétunia, c'est juste pas possible que leur neveu soit un sorcier et qu'il soit mêlé à ce genre de choses. Parce qu'il y a le voisinage, vous comprenez, et puis nous, on est parfaitement normaux aussi, vous comprenez bien. Vernon et Pétunia, Vernon surtout, rejette en bloc l'idée que son neveu, qu'il ne peut pas blairer, puisse entrer à l'école de sorcellerie et puisse un peu jeter sur eux des regards. Parce que Vernon et Pétunia et Dudley sont normaux, merci bien, sauf que Harry ne l'est pas. Je vais faire comme si c'était un livre que vous ne connaissez pas et je vais juste faire un bref résumé de chacun des livres afin de... Je pense que je ferai des vidéos thématiques par la suite sur chaque livre parce qu'il y a de quoi faire et que moi je suis quand même... J'ai écrit pas mal de fanfiction dans cet univers-là, pas forcément à l'époque de Harry, mais c'est un univers qui est tellement riche. D'ailleurs, parlons-en de cet univers. Nous avons des sorciers et des sorcières qui vivent partout dans le monde depuis des siècles, des millénaires. Des sorciers dont certains noms sont connus, des noms antiques, des noms beaucoup plus récents, d'autres qui sont beaucoup moins connus. Parce que ce monde est régi depuis plusieurs siècles, je ne sais plus exactement combien, par le secret magique. Les sorciers n'ont pas le droit de révéler leur existence aux moldus, donc les moldus qui sont les non-sorciers. Ce qui fait qu'ils ont recours à des stratagèmes pour cacher leur existence, pour cacher les dégâts qu'un dragon en folie peut faire dans une ville, par exemple. Tout ça est très bien organisé et tout ça, en fait, de manière à les protéger. Parce que les sorciers ont subi des discriminations, la chasse aux sorcières, les bûchers, etc., quelques siècles auparavant, par les moldus, il y avait un fort climat d'intolérance. Je n'en dis pas beaucoup plus. Harry va rentrer à l'école, bon gré mal gré, alors que lui, il ne rêve que de ça parce qu'il a quand même une vie un petit peu pourrie, il faut l'avouer. Et il va se faire des amis, il va découvrir, comme nous, on va le découvrir sous la plume de J.K. Rowling, ce qui est Poudlard, ce qui est le chemin de traverse, donc l'endroit, un quartier sorcier à Londres, où il y a des boutiques et des habitations. Mon chat est très perturbé par le rideau. Elle va sûrement couiner. Il découvre tout ce monde-là et il en apprend plus sur la mort de ses parents, à savoir qu'il y a eu une guerre parmi les sorciers, que son père a été tué par Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et que sa mère s'est sacrifiée pour sauver la vie d'Harry. Et qu'ainsi, ils ont pu défaire Voldemort qui a disparu. Mais pourquoi est-il de nouveau mentionné? Donc Harry, qui était quand même un jeune qui était très très isolé, qui n'avait pas d'amis, va se faire deux amis au cours de sa scolarité, à savoir Ron, Took et Hermione. Il va se faire un très bon ami aussi chez le fameux géant Hagrid, qui est le gardien des clés et des lieux à l'école de sorcellerie Poudlard, qui est un château avec c'est magique, donc il y a plein de choses qui bougent.
Il y a des professeurs qui sont assez étranges. J'ai un professeur que Harry et ses amis ne peuvent pas blairer et qui le lui rendent bien, à savoir Severus Rogue. Et on est vraiment, je trouve, dans au moins les 2 premiers tomes sur des livres qui sont très jeunesse. Et à partir de 10 ans, je vérifie juste par la suite, on reste sur du 10 ans, j'ai l'impression. C'est mentionné à partir de 10 ans sur les 3 premiers. Bah, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Parce qu'après, ça... disons que le ton s'obscurcit, tout comme le monde et la vie de Harry s'obscurcissent également. On va passer à Harry Potter et la Chambre des Secrets, où Harry entre en 2e année à Poudlard. Donc Poudlard, c'est une école où il y a 7 années de scolarité. Donc, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Une rentrée fracassante en voiture volante. Une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves. Cette 2e année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry Potter trouvera-t-il le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets? Un livre magique pour sorciers confirmés. Une réussite parfaite qui joue avec virtuosité du mystère et du frisson. Il s'agit d'un de ces ouvrages qui vous ensorcelle et vous procure un sentiment continu de jubilation, un bonheur, dit Le Monde. Un livre génial de rôle, truffé de rebondissements, facile à lire, un livre qu'on a envie d'offrir à tous ses copains, dit La Croix. Je suis parfaitement d'accord. C'est toujours illustré par Jean-Claude Gotting et c'est toujours traduit, je pense, par Jean-François Ménard. Et ça a dû être publié, ouais, ça a été publié 1 an après. Donc c'est du poche, mes livres vivent, mes livres souffrent comme nous le faisons tous. Dans cette 2e année, Harry retourne à l'école avec ses amis. Et je crois bien que c'est cette année-là qu'il y a... On va creuser un petit peu du côté de la famille Malfoy. Parce que si vous voulez, pendant la guerre, la dernière guerre où les parents de Harry sont morts, il y avait des mages noirs qui pratiquent la magie noire, qui étaient commandés par Voldemort, un lord de Voldemort, qui se faisait appeler comme ça, hein, c'est un pseudo. Et eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient, c'est que parmi les sorciers, donc il y a les sans-purs. Les sans-purs, ce sont des familles de sorciers uniquement. Donc ils pensaient que la magie des sans-purs était volée par les sans-mêlés, donc par exemple un enfant qui est né d'une mère sorcière et d'un père qui ne l'est pas. Et par l'aîné moldu. L'aîné moldu, c'est le cas d'Hermione, par exemple. Hermione est née de parents qui ne pratiquent pas la magie. Donc les sans-purs pensaient que ces gens-là volaient la magie des sans-purs. Donc on est vraiment sur un truc autour de l'intolérance, le racisme, etc. On ne parle pas de racisme en termes de couleur de peau, d'origine ethnique, de religion. On parle vraiment de racisme sur qui devrait posséder cette magie. C'est une magie qui ne s'acquiert pas. C'est une magie qui est innée. C'est une magie, je pense, génétique. Elle est transmise génétiquement. Hermione, elle a probablement très loin dans son arbre généalogique un ancêtre sorcier. Hermione a très probablement dans son passé, en remontant dans son arbre généalogique, un ancêtre sorcier dont elle ne connaît pas l'existence ni ses parents. Les sorciers peuvent également donner naissance à des enfants qui ne vont pas révéler de pouvoir magique et qui sont appelés des craquemolles, qui vivent globalement en marge de la société magique, qui sont quand même bien méprisés par les sans-purs, parce que c'est un petit peu la honte de se payer un enfant qui n'a pas de pouvoir, et qui sont quand même plus tolérés par des sorciers, on va dire, plus modérés. On a l'exemple au niveau des craquemolles de Madame la folle au chat du quartier, Madame Figgs, je crois bien.
Arabella Figgs, qui est la voisine des Dursley, qui a été chargée par Albus Dumbledore de surveiller Harry comme elle était la voisine des Dursley. Je pense qu'elle s'est installée à côté des Dursley, histoire de pouvoir surveiller le gamin et élever tranquillement ses flaireurs qui ressemblent à des chats mais qui sont des créatures magiques. Nous avons aussi comme exemple de craquemol Argus Rusard, qui est le très sympathique et ouvert d'esprit concierge de l'école et qui effectue des rondes et ne rêve que de torturer les élèves qui contreviennent au règlement, évidemment. Et la chambre des secrets, en fait, c'est... on va avoir plusieurs choses dans cette histoire-là. Donc on est tout... Harry en apprend toujours plus, tout comme nous, sur l'univers magique, sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et la chambre des secrets, on commence à creuser un petit peu l'univers magique et surtout la création de Poudlard. Parce que Poudlard est une école qui a à peu près 1000 ans, qui a été créée par 4 fondateurs, qui sont Godric Gryffondor, comme la maison, Gryffondor, donc qui accueille les courageux, Helena Serdaigle, qui accueille les intelligents, Salazar Serpentard, qui accueille les roublards et les sangs purs, et Helga Poufsouffle accueille tout le monde. Donc Helga Poufsouffle, c'est un petit peu le symbole de l'ouverture d'esprit absolue. Les pouf-pouf, c'est trop bien. Et en fait, il commence à y avoir des attaques au sein de l'école, parce que Poudlard n'est pas une école qui est très sécurisée, parce que déjà qu'on a un demi-géant à grille, qui a une petite tendance à collectionner des créatures magiques qui pourraient être bouffées au petit déjeuner. C'est pas l'école la plus safe au monde, loin de là, mais c'est pas un univers qui est très safe non plus. Donc, des élèves, ainsi que Mystaigne, la minette de Rusard, sont attaqués. Les enfants mènent l'enquête. Parce que le truc que je trouve assez intéressant dans Harry Potter, c'est que les gamins, en fait, ce petit trio, Hermione, Ron et Harry, ils peuvent essayer d'aller voir les adultes, etc. Mais en fait, ils sont globalement en roue libre et mènent tout seuls leurs enquêtes, quelles qu'elles soient, quel que soit le danger aussi, pour pouvoir un peu protéger l'école, savoir ce qui se passe, etc. Donc là, on y est complètement, parce que Hermione va subir aussi cette fameuse pétrification. C'est un climat un petit peu flippant. Aucun sang pur n'est attaqué. Il y a des lettres de sang qui sont... Enfin, des mots en lettres de sang qui apparaissent sur les murs. Les familles de sang mêlé ou les familles némoldues commencent à récupérer leurs gamins. Ça commence à faire du bruit dans les journaux, donc c'est un petit peu le bordel, vous voyez bien. Et on en apprend quand même plus là sur l'antagoniste principal à l'école de Harry Potter, à savoir Draco Malfoy et son père qui est tellement gentil. C'est un connard. On passe ensuite au 3e volume, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est toujours une illustration de Jean-Claude Gotting et je pense que c'est toujours une traduction de Jean-François Ménard. J'ai raison. Vous voyez, là, on commence un tout petit peu à grossir. Oui, ils ont vécu, hein, ils ont vu la guerre, mes bouquins. On va finir sur de la grosse pavasse, hein, globalement. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa 3e rentrée. Au programme, des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace ? Un livre époustouflant qui vous emportera dans un tourbillon de surprises et d'émotions. Je bouquine dit, on rit toujours autant, on frissonne beaucoup plus, on pleure parfois un bonheur absolu.
Libération dit, à ce niveau-là, ce n'est plus un succès d'édition, mais un envoûtement universel. Et je vous présente Sirius Black et le professeur Lupin. Sirius et le professeur Lupin. Je vous ai pas montré derrière, là. C'est pas grave. Alors, branle-bas de combat. Que se passe-t-il dans le prisonnier d'Azkaban? Déjà, Harry commence à repérer qu'il y a un gros chien noir de temps en temps qu'il croise et qui reste le regarder, le truc un petit peu flippant. Ensuite, en cours de divination, Sibylle Trelawney, qui est l'équivalent d'un charlatan aujourd'hui, bien que je pense qu'il y ait quand même quelque chose chez cette femme, donc qui est la voyante en fait, ne fait que lui prédire qu'il va mourir dans l'année, de plein de façons différentes. Sibylle, Hermione d'ailleurs quitte assez rapidement ce cours-là quand elle le pourra, parce qu'elle n'y croit pas du tout. Et Sirius Black, on en saura beaucoup plus dans ce livre-là sur son identité. Il a été emprisonné pendant 12 ans, non 9 ans, je calcule, 12 ans. Il a été emprisonné pendant 12 ans pour avoir trahi et contribué à la mort, participé à la mort de Lily et James Potter, qui étaient ses meilleurs amis, à savoir donc les parents d'Harry Potter. C'est un homme qui n'a pas subi de procès, je vous dis ça, je vous dis rien, mais donc il a réussi à s'échapper de la prison d'Azkaban, qui est réputée pour être c'est à peu près impossible de s'en échapper, et pourtant ça va arriver de temps en temps. Ce sorcier Sirius Black est à ce point réputé dangereux que quand il y a un grand sorcier dangereux dans la nature, on en avertit quand même les moldus. Parce que oui, les sorciers ne sont pas complètement coupés du monde moldu. Le Premier ministre, il me semble bien que le ministre de la magie britannique peut communiquer de temps en temps s'il y a besoin, ou au moins se présenter au Premier ministre britannique. Et là, c'est ce qui se passe. Et donc, des portraits de Sirius Black vont commencer à circuler, disant que c'est un tueur en série, qu'il est très, très dangereux, qu'il ne faut pas la... Gabi est là. Elle reste pas. Qu'il ne faut pas l'approcher, qu'il ne faut pas essayer de l'appréhender, etc. La protection autour de Harry se resserre. Je pense que même déjà, là ça fait peut-être un été ou deux qu'il passe beaucoup de temps dans la famille de Ron, parce qu'ils l'ont accueilli comme si c'était un de leurs fils, un de leurs enfants. Et je me suis... Et là, oui, donc dans le 3, on commence quand même à un petit peu quitter le petit monde magique et tout mignon de la littérature jeunesse pour commencer je trouve, à aller vers quelque chose de plus grave, avec par exemple la présence des détraqueurs. Les détraqueurs pourraient ressembler à des silhouettes fantomatiques un petit peu dégueulasses. Ça sent la mort, quoi, les détraqueurs. Ce sont des créatures qui sont chargées de surveiller Azkaban. Et qui, en fait, rien que leur présence refroidit l'atmosphère. Et de temps en temps, en fait, quand ils ont faim, ils vont embrasser un prisonnier pour lui bouffer son âme. On va vraiment vers des créatures qui deviennent de plus en plus sombres à partir du tome 3, avec des thématiques aussi qui deviennent plus sombres. Parce que, au cours de ce livre-là, Harry va rencontrer le professeur Lupin, qui était un des amis très proches de son père. Et durant leur scolarité, qui a très bien connu sa mère aussi, et qui va lui raconter un peu ce qu'ils ont pu faire comme conneries quand ils étaient gamins, etc. Lui raconter aussi comment c'était la première guerre, comment c'était compliqué, et surtout que Sirius Black, qui a trahi ses parents, c'était son pote.
Et comme on rentre un petit peu dans les histoires au niveau de la Première Guerre et qu'il commence à y avoir aussi des rumeurs sur l'ascension de Voldemort, on dit qu'il est peut-être là parce que Harry l'a déjà affronté 2 fois dans les livres précédents. Je vous en dirai pas plus, je fais comme si vous ne connaissiez pas Harry Potter. Mais là, Harry, qui n'a que 13 ans quand même, choupinou, il en apprend plus sur ses parents et sur leur mort en fait. Sur ce qu'ils ont vécu pendant la Première Guerre, sur sa naissance et sur leur mort. Et étrangement, je pense que c'est un des moments où la vie de Harry s'éclaire encore plus. Ça va pas durer. On passe au tome 4, Harry Potter et la coupe de feu. Vous voyez, c'est un beau bébé. Là, on est sur du 760 pages. Le tome 3, on était sur du 450. Tome 2, 350, on va dire. Tome 1, un petit 300. Harry Potter et la coupe de feu. Illustration de Jean-Claude Godling, c'est toujours chez Folio Junior. Et c'est la traduction de Jean-François Ménard. Harry Potter a 14 ans et il entre en 4e année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit. Trop vite. Il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Fascinant, drôle, bouleversant, ce 4e tome est le pilier central des aventures de Harry Potter. Le monde des livres dit « L'enfant prodige captive les foules, il magnétise, il envoûte ». L'Express dit « Harry Potter est devenu un mythe ». Je bouquine dit « Harry Potter et la coupe de feu se dévorent avec un plaisir intense ». Donc là, Oh, un Sinistros, ici. Un chien noir. Je ne dis ça, je ne dis rien. Ah oui, puis je sais pas si vous avez vu, il y a des petits dragons. Ce livre, c'est l'ouverture en fait du monde de la sorcellerie qui va venir dépasser les frontières de l'Angleterre, dépasser Poudlard, dépasser Londres. Parce que, effectivement, il y a d'autres écoles de magie dans le monde. Il y en a plusieurs qui sont... J'ai plus le nombre en tête exactement. On a Poudlard est l'école la plus réputée dans le Royaume-Uni. Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres. Au cours de cette coupe de feu, donc c'est un événement qui a lieu pas souvent, 3 sorciers majeurs, il me semble, donc, qui ont 17 ans, s'affrontent au travers de différentes épreuves en représentant leur école qui, au final, remportera pour remporter la coupe de feu. Du coup, on a Poudlard qui joue, on a Beauxbatons avec une délégation exclusivement féminine qui vient, où on va rencontrer Fleur de la Cour. Et on a aussi Durmstrang, qui est, je dirais, vers la Russie par là-bas, où ça commence à cailler. Et là, avec une délégation exclusivement masculine. Le truc que je trouve intéressant, le truc que je trouve très drôle ici, c'est à quel point il y a la gagne. Parce que déjà, je vous ai pas parlé du Quidditch en plus. C'est pas mon truc préféré du monde entier parce que je suis très très anti-sport. J'aime pas le sport du tout, j'aime pas le Quidditch. Et dans les petits livres supplémentaires de Harry Potter, j'ai pas le Quidditch. Parce que c'est du sport que j'aime pas. Donc j'ai pas le Quidditch. Donc le Quidditch, on va dire, ça a à peu près autant d'influence que le foot chez nous. Et ça se joue sur des balais. Il y a 2 équipes qui sont dans une espèce de stade ovale.
Il y a 2 ou 3 buts, il y a différentes balles. Alors il y a des balles pour marquer des buts, il y a des balles pour défoncer les adversaires, et il y a aussi le vif d'or qui permet de gagner la partie, parce que celui qui arrive l'attrapeur qui arrive à l'attraper, c'est comme les Pokémon, peut-être bien, je connais rien en Pokémon. Enfin, l'attrapeur qui arrive à choper le vif d'or fait remporter à son équipe une centaine de points, un truc comme ça. Je m'en souviens plus exactement, c'est pas du tout... Enfin, j'aime pas. C'est un des trucs dans Harry Potter que j'aime pas, et sans doute le seul truc. Donc, il y a une grosse rivalité entre ces écoles-là, et pour le tournoi des 3 sorciers, oui je me trompe pas, c'est bien le tournoi des 3 sorciers, il y a une énorme coupe de feu en fait, qui est un objet magique qui doit recueillir les candidatures des élèves. Donc des élèves qui ont plus de 17 ans, qui souhaitent le faire. Et c'est c'est l'élève qui veut candidater qui va mettre son petit nom dans la coupe de feu. C'est pas un de ses potes qui va mettre son nom. On a donc on a Cédric Diggory qui va être choisi. On le connaît pas, donc je peux vous balancer son nom, ça va rien vous faire. Cédric Diggory va être choisi pour Poudlard. Fleur de la Cour va être choisie pour Beauxbatons. Krum qui va être choisi pour Durmstrang. Et un 4e nom va sortir de la coupe de feu, celui de Harry. Et là, le truc que je trouve intéressant, c'est que dans l'amitié que Harry, l'amitié très forte qu'il a avec Ron et Hermione, Ron ne va pas le croire. Ron ne va pas croire Harry quand Harry dit « Je n'ai pas mis mon nom dans la coupe de feu ». Parce qu'il y a aussi toute une histoire une journaliste qui est un petit peu en train de taper sur Harry, disant que tout ce qu'il fait, c'est pour essayer d'attirer l'attention à lui, que c'est un pauvre gamin qui a besoin d'attention, etc. Et on ne le croit pas. Enfin, beaucoup ne croient pas à son innocence. Et surtout, la coupe de feu établit un contrat magique. Ce qui veut dire que Harry est obligé de jouer dans ces épreuves. Sauf qu'il n'a que 14 ans. Il démarre sa 4e année, et les autres élèves qui sont choisis sont en dernière année, donc ils ont 17 ans. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur Il va encore y avoir... Il y a encore la montée de Lord Voldemort et de ses partisans, où là, clairement, ça commence sérieusement à pas sentir très bon pour la paix, on va dire, dans le monde. Et c'est encore plein d'aventures. Moi, j'aime beaucoup le fait que l'amitié ne soit pas acquise comme ça, et que Ron et Harry doivent passer par une période en fait de doute où la confiance est absente, pour pouvoir reconstruire leur amitié. La saga Harry Potter a bien des égards, et traite de tellement de thématiques intéressantes que c'est pas évident de... Je pense que je ferai des vidéos thématiques Harry Potter. Pas tout le temps pour pas vous saouler non plus. Alors, on passe d'un livre de 700 pages à Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, on est sur du 1000 pages. C'est une illustration de Jean-Claude Gotting, toujours, et toujours traduit par Jean-François Ménard. Et on est toujours chez Folio Junior. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. À 15 ans, Harry entre en 5e année à Poudlard, mais il n'a jamais été si anxieux. L'adolescence, la perspective des examens et ses étranges cauchemars, car celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La résistance s'organise alors autour de Harry, qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de toujours.
Là, on n'a plus de petites critiques de journaux, mais on précise que d'une inventivité et d'une virtuosité rare, découvrez le 5e tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de véritable phénomène littéraire. Donc effectivement, il y a quelques petits... J'arrive pas à remettre ce que c'est ce dessin-là, ça ne dit plus rien. Mais je vous le montre quand même. L'Ordre du Phénix, c'est quoi? C'est un mouvement de résistance qui a été monté dans les années 70 par Albus Dumbledore et des sympathisants à lui contre l'émergence de Voldemort et de ses mange-morts, donc contre l'intolérance. L'Ordre du Phénix est donc un mouvement de résistance qui n'est pas officiel. Parce que Voldemort et les Mange-Morts avaient ce qu'ils font encore là. Ils avaient infiltré en fait où ça se décidait, c'est-à-dire le ministère de la magie, c'est-à-dire les journaux, un petit peu partout. Ils étaient un petit peu partout et l'Ordre du Phénix va faire à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'infiltration étant donné que ce sont des gens qui poursuivent leurs activités professionnelles habituelles. Et ce sont des combattants. Ça va être autant des combattants que des gens qui vont aller planquer des familles de nez moldus, qui vont aller planquer quelqu'un qui a écrit un article au vitriol contre Voldemort et ses idées. Et l'Ordre du Phénix redémarre avec ses survivants et va de nouveau recruter. Là, on va de plus en plus dans le côté sombre et le côté dangereux. Je me souviens plus exactement, bon, ça fait 2 ans que je l'ai relu, mais là on arrive un peu sur de la résistance, du secret, il faut faire attention à ce qu'on dit, vous voyez, une ambiance un petit peu pesante comme ça. Sachant que c'est un peu compliqué aussi pour Harry et ses amis parce qu'ils sont ados, donc il y a déjà des premiers émois qui commençaient au tome précédent, mais là ça continue. Et on va vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus sombre, on explore la psyché, on explore une espèce d'influence comme ça sur un gamin qui essaye de se débattre dans tout, et c'est comme s'il avait Voldemort qui venait chuchoter à son oreille. Vous voyez ? Donc là, en gros, si je ne me trompe pas au niveau du tome, la santé mentale de Harry est interrogée et remise en question par la presse à scandale sorcière. Et le niveau de danger augmente. Il va augmenter constamment tout au long des 7 livres. Je suis à peu près intarissable sur Harry Potter, donc on va enchaîner. Sur le tome 8, Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'est toujours chez Folio Junior pour moi. C'est toujours le dessin de Jean-Claude Gotting et la traduction de Jean-Claude Ménard. Et voilà. Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard avec les autres étudiants de 6e année. Mais pourquoi Dumbledore vient-il en personne chercher Harry chez les Dursley? Dans quels extraordinaires voyages au cœur de la mémoire va-t-il l'entraîner? Émotion, humour, art du suspense, J.K. Rowling relève dans ce 6e tome la fascinante complexité de l'univers qu'elle a créé et met en place tous les ressorts du dénouement. Et on voit là Harry et Albus Dumbledore qui est le directeur de Poudlard. Le niveau c'est comme si on était dans un jeu en fait. Là, le niveau de danger, il augmente, encore une fois. Et c'est un voyage aussi au cœur des souvenirs. Parce que le prince de sang mêlé, c'est quelqu'un, je ne vous dis pas qui, je fais comme si vous ne l'aviez pas lu. Si par exemple, vous ne l'avez pas lu et que suite à la vidéo, vous allez le lire, je vous remercie de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très très plaisir. Mais on va découvrir en fait l'existence du prince de sang mêlé parce que Harry, qui a toujours été plutôt moyen en potions,
les potions qui sont enseignées par le professeur Rogue, donc le professeur Rogue qui ne peut pas blairer Harry Potter, qui le lui rend bien, Harry découvre en fait un carnet, il porte le pseudo du prince de sang mêlé. Non, c'est pas un carnet, c'est un livre de potions qui est annoté. C'est un livre de potions dont les annotations peuvent même corriger les recettes du livre de potions. Ce qui fait que là, soudainement, Harry devient très bon, devient excellent, brillant en potions, alors qu'il était juste plutôt pas mal, mais que Severus Rogue n'étant pas le professeur de l'année, lui mettait des taules en fait au niveau des notes et des appréciations parce qu'ils ne peuvent pas se blairer, je le répète. Et on va donc découvrir beaucoup plus sur la famille, le passé de la famille de Harry Potter, sur les rapports qu'ils entretenaient avec d'autres élèves en dehors de leur cercle d'amis. Ça devient encore plus sombre. C'est pas évident de résumer tout ça, je vous le dis, hein. Mais on va passer au dernier. Harry Potter et les reliques de la mort. C'est une illustration de Jean-Claude Gotting. Ce coup-ci, on est chez Gallimard et la traduction est toujours de Jean-François Ménard. Et donc, je suis passée au grand format parce que, sans doute, j'étais en manque du poche qui était trop loin. Donc, je me suis sacrifiée pour acheter ce livre-là en grand format parce que je ne voulais pas attendre. Ce que j'aime bien dans ce grand format, c'est la manière dont il est illustré. Même si, je vous l'avouerai, les illustrations de Jean-Claude Gotting, je ne suis pas ultra fan. Mais on est donc là dans la 7e année de Harry Potter et ses amis. Et en fait, ils vont découvrir ce que sont à la fois les reliques de la mort, mais aussi ce que sont des Horcruxes. À savoir pourquoi Voldemort, qui est supposé avoir été tué, mais qui a disparu quand il a attaqué pour la première fois Harry quand il était bébé, pourquoi est-ce qu'il revient? Parce qu'il était censé être mort. Enfin, surtout pourquoi il n'est pas mort. Donc on va découvrir à quel point ce sorcier-là a plongé dans la magie noire, à quel point il s'est sali, il s'est maudit pour pouvoir survivre, acquérir du pouvoir, etc. Et Harry et ses amis, Ron et Hermione, ne vont pas à l'école cette année. Parce que ils sont décidés en fait à se dire, bon ça suffit, tous les ans il y a des... tous les ans en fait il se passe encore des choses, il y a de plus en plus de morts un peu partout, on va prendre les choses en main, on va chercher une solution pour abattre Voldemort. Et ils partent et ils ont 17 ans. C'est horrible. C'est horrible. Ils savent pas ce qu'ils vont faire en fait. Oh, mon chat vient avec sa petite souris. Avec son petit bâton. Tu viens? Ouais? Elle est où ta souris? Viens montrer ta souris. Je vais vous montrer sa souris. Voilà. Donc oui, Gabi la trimballe partout, avec le fil et le bâton au bout. Donc c'est assez marrant parce qu'elle marmonne en fait, elle miaule quand elle l'a en bouche. Donc voilà, c'est le cas. On va entendre le bâton. Ah, on paraît que mon truc va me tomber sur la tronche. Bref, on plonge encore plus dans ce qu'est la magie noire et compagnie. J'ai un petit peu peur que ça me tombe dessus. Allez, bouge. On plonge de plus en plus dans la magie noire et tout ce qui est sombre, inquiétant dans cet univers-là. On en apprend de plus en plus aussi sur le personnage de Voldemort. À savoir, je vous dis pas son nom parce que je risque de vous spoiler le tome 2. Et c'est vraiment une super aventure en fait. C'est un... Elle va me foutre en l'air mon écran.
C'est un livre, enfin c'est une saga que je n'ai pas quittée parce que j'ai pas mal lu de fanfiction dessus, parce que le fandom il est très très actif. J'ai pas mal écrit de fanfiction aussi dessus. Et ouais, ça fait vraiment partie de ces univers que j'ai beaucoup de mal à quitter. Je vais vous montrer deux petits livres supplémentaires, mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je les ai lus il y a très très longtemps. Alors il y a donc les contes de Bidel le Barde. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé lui. Je pense qu'il y a eu de l'eau. Donc les contes de Bidel le Barde, c'est un livre qui a été offert à Hermione par Albus Dumbledore. Voici les 5 contes de fées qui bercent l'enfance des jeunes sorciers. Chacun a sa magie particulière qui enchantera les lecteurs et les fera tour à tour rire ou frissonner. Les commentaires passionnants et malicieux du professeur Albus Dumbledore qui accompagnent chaque récit seront appréciés des sorciers comme des moldus. Le professeur y donne de nombreuses clés et dévoile, par la même occasion, maints détails de la vie à Poudlard. Donc il y a... c'est toujours Jean-Claude Gotting à l'illustration. Il y a des illustrations à l'intérieur de J.K. Rowling et c'est traduit par Hermione Granger. J.K. Rowling, elle dessine bien, hein. Je trouve pas le nom du traducteur. Je pense qu'on est peut-être toujours sur Jean-François Ménard. Donc, on retrouve ici 5 contes qui sont sorciers. Et un de ces contes-là va avoir une importance dans la saga principale, à savoir dans Les Reliques de la Mort. Je ne vous en dis pas plus. On a aussi dans la bibliothèque pour jeunes sorciers du monde de Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, qui est écrit par Newt Scamander, à savoir Norbert Dragono. C'est toujours Jean-Claude Gotling et c'est un dictionnaire en fait, c'est une petite encyclopédie sur les animaux fantastiques avec quelques petites annotations à l'intérieur. Il est rare qu'une maison de sorciers ne compte pas dans sa bibliothèque un exemplaire des animaux fantastiques. Ouais. Désormais, les moldus vont avoir à leur tour la possibilité d'apprendre où vit le quadrupède, ce que mange le puffskein et pourquoi il vaut mieux ne pas laisser dans le jardin une soucoupe de lait destinée à un knarl. Je vais vous montrer très rapidement. Vous l'avez déjà vu, mon chat? C'est pas un flaireur. Viens voir. Je vous présente Gabi. Regarde, t'as vu le chat? Qu'est-ce qui se passe? Allez, va chercher ta souris. J'ai ramené en fait un très beau coffret qui m'a été offert à un Noël ou un anniversaire par mon compagnon. C'est un coffret collector qui est en anglais. On a donc les 7 livres avec un coffret qui est juste trop beau. Nous avons donc Harry Potter and the Philosopher's Stone avec des illustrations de Johnny Doddle. Ça, c'est le premier. Donc, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter and the Chambers of Secrets, toujours sur Johnny Doddle, avec un magnifique petit Dobby. Il y a qui là derrière? Edwige. Chut. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, avec un magnifique sortilège de Patronus. Et le transport, niveau transport, les sorciers ils sont pas tip top. C'est toujours chez Johnny Doddle et on est chez Bloomsbury. Harry Potter and the Goblet of Fire, donc et la coupe de feu, qui est le 4. Oh,
Hermione est déterminée. Regardez-moi ça, comme elle est déterminée. Le 5. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Il a l'air gentil, ce professeur Rogue. Il l'est pas. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Ah oui. Cette scène-là est quand même bien flippante. Drago. Pauvre chute. J'aime beaucoup ce personnage. Petit con tête à claque. Et Harry Potter and the Deathly Hallows. Haha, Hagrid et sa moto. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai en termes de Harry Potter. Parce que je fais pas tant que ça de collectionnite, à part... non, je crois que j'ai pas grand chose en... je suis pas trop du genre à acheter des pop ou des trucs comme ça, mais je vous montrerai à l'occasion si j'ai d'autres choses de chez Harry Potter. Si j'ai des livres de tricot et de crochet, je mens. J'espère que si vous ne connaissez pas la série de livres, que ça vous donne envie de la lire. Si vous ne connaissez Harry Potter que par les films, je ne dis pas que les livres sont meilleurs. Je ne le pense pas non plus. Pour moi, ce sont vraiment deux objets qui sont différents. Et je pense que les réalisateurs ont besoin de cette marge de liberté en adaptant une œuvre, en la réinventant parfois. Mais bref, j'espère que ça vous a donné envie de le lire ou de le relire ou de replonger dans cet univers. N'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous a plu ou pas. Je suis restée volontairement assez vague, mais je pense que quand je me remettrai à lire les Harry Potter, j'avais pris beaucoup de notes en fait il y a 2 ans quand je les ai relus et je pense que j'irai creuser des trucs sur des théories, des portes ouvertes. J'irai pas forcément pointer les incohérences parce que oui, il y en a, c'est normal dans un truc de cette taille-là. Mais j'ai bien envie de, pourquoi pas mettre le pied dedans, même s'il y a énormément de chaînes YouTube qui le font déjà très très bien. Mais c'est super intéressant. C'est un univers qui est vraiment génial et que j'ai beaucoup de mal à quitter. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et rêvez tout grand de Harry Potter.